En fait, on a eu un problème à partir du moment où on a commencé à rabâcher de partout, et moi le premier, le fait que l'élection de Trump était extrêmement bullish pour les crypto-monnaies. Je pense toujours que c'est extrêmement bullish. Par contre, le fait de dire partout que Trump allait envoyer Bitcoin à 200 000 et les altcoins à des x5, x10 un peu partout, ça a créé beaucoup trop d'attentes. Tout le monde commençait à penser qu'au moment où Trump allait être élu, dans les 2-3 jours qui suivaient, Bitcoin allait exploser, qu'on allait avoir des réserves stratégiques, qu'on allait avoir des lois hyper pro-crypto, et Trump a été élu, et il s'est rien passé. En plus de ça, juste avant, il avait lancé son memecoin, donc ça a, en plus de tout ça, ramené des nouvelles personnes sur le marché des crypto-monnaies qui ont elles aussi entendu partout que l'élection de Trump allait être incroyable, qui ont acheté son même coin et qui au final n'ont pas eu du tout ce qu'elles venaient chercher et se retrouvent un petit peu là sur le marché sans trop savoir quoi attendre parce qu'elles n'ont pas énormément d'expérience. En fait, tout se base sur une notion, les attentes. Quand Trump est arrivé, on avait des attentes absolument démesurées. Et on avait des attentes qui étaient tellement hautes qu'au final, rien de rationnel n'aurait pu se passer qui aurait matché un peu les attentes tellement elles étaient hautes. Il aurait pu rien se passer d'aussi bon qu'on se dise « Ok, là, je comprends pourquoi j'ai eu autant d'attentes. » Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que on nous a parlé de réserve stratégique, c'est encore en cours, mais ça se fait pas en un mois. On nous a parlé des lois pro-crypto, c'est en train d'avancer, mais pareil, ça se fait pas en 2 semaines. Rien n'aurait pu venir contenter ces attentes. Et en plus de ça, on est dans un cycle qui est un peu différent sur un aspect précis, c'est le fait que maintenant il y a beaucoup d'institutions. Et forcément, de la smart money. La smart money, elle les voit, ces attentes, elle la voit, cette colère. Donc elle s'en nourrit. Parce que je vous rappelle que l'objectif, c'est de passer l'argent de nous vers eux. Donc on est dans une situation qui est un peu compliquée. La question qu'on se pose, elle est très simple. On fait quoi du coup? On reste ou on vend? C'est binaire au final. Il y a plusieurs façons de décider s'il faut quitter le marché ou non. On peut se baser sur l'aspect émotionnel, sur l'intérêt, sur les signaux, etc. Ma façon d'analyser si je reste ou pas sur le marché, c'est d'essayer de détacher toutes mes émotions possibles pour voir si factuellement, d'un point de vue des datas, d'un point de vue de ce que j'ai devant moi sur plein de catégories, est-ce qu'il y a des raisons de vendre ou pas? Donc c'est ce qu'on va regarder. On va voir si d'un point de vue on-chain, il y a des raisons de vendre, d'un point de vue macro, il y a des raisons de vendre, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue temporel, est-ce qu'il y a vraiment des raisons de vendre ou est-ce que finalement nos thèses, elles continuent de se valider et juste que ce bruit, il sera oublié dans 2-3 mois. On peut commencer avec les signaux on-chain. Est-ce qu'on a des signaux de surchauffe actuellement? La réponse très rapide, j'en ai déjà parlé dans les dernières vidéos, c'est que pas du tout. Si on regarde le NUPL, on n'est pas du tout dans des signaux de surchauffe comme on aurait pu l'être par exemple en 2021 ou même au mois de mars ici. Regardez le MVRV Z-Score, c'est pareil, on était sur des niveaux très très hauts dernier cycle, là on est très très bas. Surtout que oui, on est sur un ratio qui est dégressif, mais on a encore énormément de place. Et ce qui est le plus marquant, je trouve, c'est le stock to flow. Le stock to flow, en gros, c'est un modèle qui prédit la valeur de Bitcoin en fonction de sa rareté. Donc en gros, si le stock to flow est dans le rouge, ça veut dire que Bitcoin est théoriquement surévalué par rapport à son prix. Et si le stock to flow est dans le vert, ça veut dire que Bitcoin est sous-évalué. Et regardez, malgré le fait qu'on a un Bitcoin qui soit autour des 100 000 $, le stock to flow, il est à des niveaux de bear market. Donc il y a deux possibilités. Soit on a une sorte de surévaluation historique qui n'est jamais arrivée sur Bitcoin dans une période de bull run. Ok. Soit on est dans une situation où justement Bitcoin est extrêmement sous-évalué et qu'on a des mécanismes où on a des grosses institutions, des gros portefeuilles qui font tout justement pour garder cette tendance à la baisse comme ça et qu'on ait un stock to flow qui soit aussi bas et qui estime que Bitcoin à 95 000 est aussi surévalué que quand il était à 16 000 $. Regardez à quel point c'est fou. Donc soit Bitcoin est extrêmement surévalué, soit Bitcoin est extrêmement sous-évalué. Il n'y a pas d'entre-deux. Regardez à quel point on est dans des zones historiques. Vraiment, ça n'a jamais été atteint depuis 8 ans quasiment. Les deux sont évidemment possibles, j'ai pas de boule de cristal, mais regardez aussi ce graphique où on a les performances des cycles de Bitcoin avec notre cycle là en vert clair qui est globalement dans les clous de ce qui se passait. Oui, on est en train de se décorréler de 2017 en bleu qui s'est lancé extrêmement vite, mais qui au final a pic à la fin de l'année. Et si on regarde depuis le bottom, même par rapport à 2015, regardez, là, on est actuellement là, où tous les gros mouvements n'avaient pas encore été faits. Ça, c'est depuis le bottom, mais regardez aussi depuis le halving, où là, c'est encore plus flagrant. On est là. On est dans des niveaux qui sont complètement similaires. Alors oui, on est parti beaucoup plus fort parce que l'échelle est en multiple dans le premier bull run de 2013, évidemment, mais regardez, c'est extrêmement corrélé. Et c'est pour ça que les gens qui me disent que je dis de la merde quand je dis que le cycle est très très similaire au final à ce qui se passait, j'ai envie de leur dire, regardez ça. En quoi ce cycle est différent? On est encore dans des zones extrêmement normales et d'un point de vue temporel, tous les tops de marché se sont faits
en fin d'année. En 2021, on a eu un cas exceptionnel parce que on a eu une énorme relance économique avec le crash Covid, on a eu un premier top en mars, mais au final, le vrai top a été fait en fin d'année à 69 000. En 2017, c'était pareil, en 2013, c'était pareil. Donc déjà, on est dans les clous, il faudrait qu'on se décorrèle pas trop et c'est pour ça que les prochains mois vont être très importants. Mais en plus de ça, il faut pas non plus laisser de côté la possibilité qu'on pourrait avoir un top de cycle en fin d'année parce que historiquement, sur 3 tops, on a eu 3 tops en fin d'année. Donc d'un point de vue on-chain, tout nous montre qu'on est dans une continuité de cycle, que actuellement la tendance rend Bitcoin extrêmement sous-évalué, le marché des altcoins aussi, parce que c'est toujours pareil, la liquidité vient de Bitcoin. Donc en fait, est-ce qu'on aura une altseason ou pas, ça veut pas dire grand-chose. La réalité, c'est est-ce qu'on aura des liquidités qui arrivent sur Bitcoin, qui ensuite vont arriver sur les altcoins. Maintenant, on peut aussi regarder ce qui se passe d'un point de vue macro. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Bitcoin est très décoré de la macro. Je vais vous montrer que vraiment pas du tout, et que des fois, je me dis qu'on est vraiment des oufs à croire que notre petit Bitcoin suit son cours tout seul, alors qu'au final, c'est juste le grand rouage économique qui continue et qu'on est sur une machine beaucoup plus grosse que ça. Ici, vous avez l'ISM Manufacturing PMI. C'est un indicateur en gros qui permet de mesurer l'activité dans le milieu manufacturier. Donc, est-ce qu'il y a plus de commandes dans les usines? Est-ce qu'il y a plus de stock? Est-ce qu'il y a plus d'exportation, etc. Et c'est hyper intéressant parce que déjà, vous voyez qu'on a un cycle économique à chaque fois qui se met en place, tac, d'à peu près 500 jours à chaque fois, plus haut, un plus bas, avec les crashs de 2020 et le crash de 2008, mais sinon, on est quand même tout le temps dans les mêmes niveaux. Et l'ISM, il est intéressant parce qu'il permet de prédire le comportement économique dans les prochains mois. Forcément, s'il y a plus de commandes dans les usines, ça veut dire que au bout d'un moment, elles vont produire les commandes et elles vont les envoyer et ça va stimuler l'économie. Quand on a un PMI qui est en dessous de 50, on est dans une économie qui est en compression. Quand on a un PMI qui est au-dessus de 50, elle est en expansion. Et vous voyez que pour la première fois ces derniers temps, là en fin 2024, on est retourné dans des zones avec un PMI au-dessus de 50. C'est pour ça que d'un point de vue de cycle business qui a toujours été respecté, on est dans une zone d'expansion économique. Et si vous ne me croyez pas, regardez cette charte. Ici, vous avez la M2 monnaie stock. Donc en gros, la quantité d'argent en circulation. Regardez à quel point c'est lié à Bitcoin. C'est la liquidité qui domine tout dans ces zones-là où on avait beaucoup moins de liquidité, période de bear market. Là, on est dans une période d'accroissement monétaire, de création de valeur qui est en train d'arriver de plus en plus. Et forcément, ça se répercute sur les actifs à risque, ça se répercute sur Bitcoin et ça se répercutera ensuite sur les altcoins. Et vous voyez que même dans cette période-là où on dit qu'on est en quantitative tightening, en restriction monétaire, on a quand même de l'argent qui est créé. Sauf que forcément, cette année, ça prend beaucoup plus de temps. Regardez en 2020, quand on a eu le crash Covid, la Fed, elle a eu une politique extrêmement agressive pour relancer un peu l'économie parce que c'était vraiment la merde. Là, leur objectif, c'est les 2% d'inflation. On n'est pas loin. On est presque aux 2%, on a une belle politique de désinflation. En plus, à chaque fois, les chiffres qui sont publiés correspondent aux chiffres du mois dernier. Donc ça veut dire qu'au mois de mars, on aura des bonnes nouvelles sur l'inflation puisque ça sera les chiffres de février. Mais on a encore une inflation sur les services qui est un petit peu haute. Et donc la Fed prend son temps. Ce qu'ils veulent absolument éviter, c'est un truc un peu comme dans les années 70 qu'on a eu le choc pétrolier où ils ont un peu paniqué, ils ont descendu les taux beaucoup trop tôt et beaucoup trop agressivement. Sauf que ça part relancer l'économie, on a eu une sorte de stagflation où l'économie a stagné mais qu'on a eu une inflation très haute parce que forcément les salaires ont augmenté, etc. Donc la Fed prend son temps. C'est pour ça que cette année va être beaucoup plus smooth, beaucoup plus longue à mettre en place parce que pour que la liquidité arrive, il faut que la Fed soit sûre qu'on ait ces fameux signaux de ok, l'inflation est vraiment sous contrôle, les biens, les services, tout va bien, on peut commencer à être un petit peu plus souple sur l'économie. Mais c'est quelque chose qui va arriver, tout est en place. Et quand je prends un peu de recul et que je regarde tout ça d'un œil un peu extérieur, factuellement, je suis convaincu que le top de Bitcoin n'a pas eu lieu en janvier à 109 000 $ et qu'on aura de la liquidité qui va se déverser sur les altcoins. Est-ce que je peux me tromper? Évidemment, mais ça reste ma thèse dans tous les cas. Je n'ai vendu aucune de mes cryptos, je ne vendrai pas maintenant parce que je suis persuadé que le marché a encore beaucoup à nous offrir. Évidemment, c'est mon avis. Faites-vous aussi votre propre opinion, allez voir les datas dont je vous ai parlé et essayez de voir un peu en fonction de vos convictions à vous.